Bonjour, c'est Pierre. Dans ce café espresso, nous allons se faire rencontrer plusieurs livres à travers quelques extraits. Le premier d'entre eux est tiré de Osons dire la vérité à l'Afrique, écrit par Bernard Lugan et publié en 2014. Il y soulignait le traumatisme créé par la création et la solidification des frontières, et je ne résiste pas à le citer davantage, page 96. En traçant les frontières, réalité inconnue et même souvent incompréhensible en Afrique, la colonisation a provoqué 3 grands traumatismes en bouleversant ou en figeant les rapports entre les populations. 1. Elle a détruit l'équilibre interne aux grandes zones d'élevage où la transhumance millénaire a été changée de nature par le cloisonnement des espaces. 2. Des peuples ont été coupés par ces lignes de partage artificielles. 3. Tout aussi artificiellement, furent rassemblés des mondes émiettés et de nombreuses entités ethniques, tribales ou même villageoises afin d'en faire des ensembles administrativement cohérents. Les frontières, héritées de la colonisation, apparaissent donc régulièrement comme de véritables prisons des peuples. Bâtis à l'intérieur de ces découpages, les États post-coloniaux ne sont le plus souvent que des coquilles juridiques vides, ne coïncidant pas avec les parties charnelles qui font les véritables enracinements humains. Tout au contraire, les véritables frontières africaines s'inscrivent dans les barrières naturelles, comme les déserts ou les forêts, qui découpent le continent en bandes parallèles à l'équateur. Quant aux voies de communication permettant de les franchir, elles sont au contraire généralement orientées sud-nord-sud, comme le sont les routes transsahariennes nées dans l'alignement des oasis, dans l'axe de la vallée du Nil et dans celui de la Rift Valley, et des couloirs des hautes terres de l'Afrique orientale. Ceci étant, les frontières africaines sont-elles les causes principales des actuels conflits et des actuelles tensions ? Oui et non à la fois. Non, parce que les guerres africaines ne prennent que rarement leurs racines dans les divisions frontalières, à quelques exceptions près, dont les principales sont la guerre du Sahara occidental, celle entre l'Éthiopie et l'Érythrée ou encore celle opposant les deux Soudans. Oui, car les frontières sont les causes de nombreuses guerres internes, puisqu'elles forcent à vivre ensemble des peuples que tout sépare. Fait aggravant, l'ethno-mathématique électorale qui, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, donne la victoire aux plus nombreux, est très régulièrement le détonateur de ces conflits. L'exemple du Mali est emblématique à cet égard. L'extrait que nous venons d'entendre porte sur une brisure dans le cours historique du continent africain, en écho à celle citée dans la vidéo précédente de la chaîne. Cette cassure temporelle dans un continent si riche peut rendre amer, surtout comparée à une autre petite révolution mentionnée par Georges Duby. En effet, le deuxième extrait de cette vidéo est tiré de Sur les traces de nos peurs, édité en 1995 et, plus récemment, en 2020. Ce livre interview se base sur des échanges menés à la radio par Michel Faure et François Claus, et je ne résiste pas à vous en lire la page 36. Un historien italien disait que l'histoire du christianisme est dominée par 2 figures, celle de Jésus et celle de François d'Assise. Ce dernier est comme un symbole, un grand témoin. C'est vrai que le christianisme, après 1200, change radicalement. Avant, c'était pour la plupart des gens une affaire de rites, de cérémonies conduites par des hommes installés très confortablement, persuadés de dominer toute la société et que les autres, les fidèles, regardaient de loin chanter ensemble des prières et des hymnes. Après, des hommes de Dieu ont appelé à vivre selon l'Évangile. L'action de l'abbé Pierre ou l'initiative des prêtres ouvriers, dont on a un peu perdu la mémoire, se situe dans le droit fil de celle de saint François. Ces hommes considéraient que, comme le Christ, ils devaient vivre avec les plus défavorisés et essayer d'éveiller l'esprit des nantis pour qu'ils suivent leur exemple et sortent de leur confortable bonne conscience. Les frères mendiants, les dominicains et les franciscains ont agi ainsi, animés par la volonté de suivre l'exemple du Christ, d'être pauvres parmi les pauvres. Ils ne vivaient pas de leur rente comme les chanoines de la cathédrale, ils allaient mendier leur pain. Ou bien, ils travaillaient pour le gagner. Ils ne possédaient rien et ne voulaient rien posséder. Au début, les franciscains et les dominicains étaient eux aussi des SDF. Lorsqu'on les a obligés à vivre dans des couvents, ils les ont bâtis en plein faubourg, au plus près de la misère. Découvrir la misère, la vraie, a donc fait surgir des façons nouvelles de vivre sa religion. Il me semble qu'aujourd'hui, devant la montée de la misère que les pouvoirs publics ne parviennent pas à contenir, un regain de solidarité apparaît.
Malgré le fléchissement de la pratique religieuse, reste le sentiment qu'il faut aider son prochain, et ce sentiment, semble-t-il, est plus fort parmi les pauvres. Regardez l'Algérie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique le succès du Front islamique du salut, le FIS? Les militants islamistes, appliquant l'un des préceptes du Coran, ont reconstitué des réseaux de solidarité efficaces et remplissent une fonction d'aide sociale que l'État laïque n'arrive pas à assurer. L'intervieweur pose une question. Ces frères mendiants constituent-ils une menace, une contestation de l'ordre établi de la part de l'Église? Georges Duby répond. Ce sont les prémices de la réforme qui apparaissent ici. Quand les premiers franciscains sont arrivés à Paris, vers 1230, les gens se sont demandé qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. On les a confondus avec des hérétiques. D'ailleurs, leur manière de vivre dans la pauvreté en travaillant de leurs mains, comme les premiers disciples du Christ, mettait en évidence les défauts de l'Église établie. Celle-ci se défendit et les embrigada et s'efforça de gommer l'aspect contestataire de François d'Assise. Mais le bon grain était semé, il fructifia. Bien que comparaison n'ait pas raison, et notamment en contexte historique, cet extrait illustre une évolution majeure ayant survenu subitement en Europe et ayant eu des conséquences positives. On peut prendre avec des pincettes l'exemple sélectionné par Duby, tant l'Algérie de 1994 était en pleine guerre civile dont le FIS était partie prenante. Ainsi, on peut se demander si la religion amène nécessairement des améliorations pérennes aux sociétés. Une autre évolution au sein de la chrétienté et du christianisme nous est dépeinte par Max Weber dans son Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, publié par Pocket dans la collection Agora et dans sa traduction par Jacques Chavy. Je ne résiste pas à vous parler, page 139, d'un autre courant ayant, lui, fait naître l'efficience sociale, l'expression est à dessein, en Occident, le calvinisme. En fondant son éthique sur la doctrine de la prédestination, il substituait à une aristocratie spirituelle de moines se tenant au-dessus de ce monde, l'aristocratie spirituelle en ce monde des saints prédestinés par Dieu de toute éternité. Nouvelle aristocratie qui, par son caractère indelibilis, était séparée du reste de l'humanité, réprouvée de toute éternité par un abîme bien plus profond et plus terrifiant par son invisibilité même que celui qui, au Moyen-Âge, séparait le moine du reste du monde. Tous les sentiments sociaux s'en trouvaient pénétrés avec une brutale rigueur. Pour les élus, saints par définition, la conscience de la grâce divine, loin d'impliquer à l'égard des péchés d'autrui une attitude secourable et indulgente, fondée sur la connaissance de leur propre faiblesse, s'accordait avec une attitude de haine et de mépris pour celui qu'ils considéraient comme un ennemi de Dieu, marqué du sceau de la damnation éternelle. C'est donc ici une autre évolution majeure, apparue en Europe et ayant fait florès aux États-Unis d'Amérique, que Weber nous montre. Une fois encore, la religion amène ou accompagne, selon les points de vue, les évolutions sociales du lieu et de l'époque. Une dernière illustration de cela nous est contée par Sylvie Brunel dans son livre « L'Afrique est-elle si bien partie » de 2014 chez Sciences Humaines. Elle nous y décrit ce qu'on peut peut-être voir comme une autre déviation africaine dans son histoire, en l'occurrence l'habitude de la surconsommation accolée dans l'extrait à une coutume religieuse que je ne résiste pas à vous narrer, page 124. Au Maghreb, 2% seulement de la population mondiale achète 20% des exportations alimentaires mondiales. Et ce pourcentage ne cesse de croître car la région, autrefois véritable grenier à blé, est aujourd'hui lourdement déficitaire. Un quart du budget de l'Égypte est affecté aux subventions en faveur des produits de première nécessité et à l'énergie, de façon à maintenir leur prix accessible au plus grand nombre. Pendant le Ramadan, les importations alimentaires connaissent dans les pays musulmans un pic qui s'apparente aux fêtes de Noël en Occident. Plus on jeûne pendant la journée, plus on mange le soir, et la consommation connaît une augmentation de moitié à peu près, qu'il s'agisse du riz au Sénégal, du mil au Burkina et au Tchad, du sucre au Mali, qui font l'objet d'importations massives. Les commerçants spéculent sur le prix des denrées et les urgences des hôpitaux se remplissent à la tombée de la nuit d'accidentés de la route, trop pressés de rentrer chez eux pour briser le jeûne, comme de malades empoisonnés par de la nourriture frelatée. Le gaspillage de nourriture est effarant dans des pays où sévit par ailleurs la malnutrition quotidienne des pauvres. En Algérie, plus de 20 millions de baguettes de pain finissent à la décharge.
Pourquoi l'Afrique dépense-t-elle tant, 35 milliards de dollars, pour acheter à l'extérieur ce qu'elle pourrait parfaitement produire elle-même, puisque d'autres opérateurs viennent s'installer sur le continent pour le faire? Les raisons en sont climatiques, certes, mais surtout politiques. Bien entendu, la religion, dans son impact social, n'est, dans ce café espresso, qu'une excuse et un fil rouge, ce qui est souligné par l'incongruité du premier exemple de la frontière, je ne m'en aperçois que maintenant. Pour citer à peu près tout le monde, tout est politique. Que ce soit la frontière, le souci du plus petit des siens, l'individualisme forcené ou la consommation comme mode de vie, le destin propose ses modèles par des biais variés, y compris religieux, mais ce sont bien les sociétés qui en disposent par le biais politique. Je ne saurais que trop vous conseiller la lecture de chacun de ces livres et de vous pencher sur le café crayon le plus récent, voire même sur les autres. En attendant, je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes journées.